cette histoire de trésor, elle a comme pour point de départ le petit village de Rennes-le-Château, donc où je suis né. Aujourd'hui, ce petit village ne compte qu'une soixantaine d'habitants, sans plus. Hein. Mais par le passé, ce fut une grande cité, une cité importante qui était connue sous le nom de Rédé. Alors d'après un historien local, je vous situe ça pour comprendre un peu pourquoi on peut lui attribuer la présence de trésors fabuleux à Rennes, puisque c'était une cité importante. Hein. Alors d'après un historien local contemporain de la Bessonnière, Louis Fédier, il écrit dans son livre Le comté du Razès et le diocèse d'Alette, qui est apparu en 1880, que ce sont les Visigoths qui ont fondé cette cité. Donc on voit bien que par sa position, il pouvait être une bonne forteresse, puisque le village actuel correspondait à ce qu'on appelle la citadelle. Les habitations étaient tout autour du piton rocheux. Là, hein. Alors bien sûr que les affirmations de Fédé sont sujettes à caution, hein. Et on n'a pas on n'a aucun élément de la grande histoire pour nous parler justement des Visigoths implantés à Rennes-le-Château. En revanche, la première mention écrite donc, de l'existence de cette cité, elle apparaît sous Charlemagne en 789. Il s'agit d'un écrit de Théodulphe, un missis dominicus de Charlemagne, qui visite notre région et qui écrit de là, alors il parle de la ville de Narbonne où il était, après avoir été revisité la ville de Carcassonne et celle de Rédé. C'est-à-dire que donc il met en quelque sorte sur le même plan Rennes-le-Château, enfin Rédé, sur le même plan que Carcassonne et Narbonne. C'est à partir de cette époque que Charlemagne, pour donner du poids à ce pays frontalier avec l'Espagne, crée le comté du Razès, qui existe encore aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, Rédé aura à sa tête, pendant près de 2 siècles, des comtes particuliers. Et bon, ce sera sa période faste. Or, parmi le premier, on dit que c'est le comte de Gélone, Guillaume de Gélone, donc c'est l'importance de cette cité. Alors, le déclin de cette cité commencera assez vite vers le XIe siècle. Elle sera détruite par 2 fois, par les routiers aragonais en 1362 et au XVIe siècle par les Huguenots, pendant les guerres de religion. Alors là, il y a eu trois grandes familles qui ont régné à Rennes, mais la dernière, ce fut celle des Hautpoul. Elle se maintiendra, elle, jusqu'à la Révolution. La dernière seigneuresse fut Marie de Nègre d'Hautpoul, marquise de Blanchefort, et il va en être question d'elle dans cette histoire de la Bessonnière. Alors voilà, la Bessonnière, lorsqu'il arrive à Rennes, il est né à Montazel, un petit village en face de Rennes-le-Château. Donc il connaît bien Rennes-le-Château et les gens le connaissent aussi. Donc il est d'une famille pas très riche, et donc lorsqu'il arrive à Rennes, il voit que l'église est en très mauvais état, le presbytère aussi d'ailleurs, puisqu'il va être obligé de loger chez une famille de Rennes-le-Château, la famille d'Édéenne Arnaud, dont la fille deviendra plus tard sa servante. Au bout d'un an, à peine de sa présence à Rennes, il se lance dans la restauration de cette église. Alors l'église, on en a la description par un architecte de l'époque, elle dit qu'évidemment elle est en très très mauvais état. Et Sonnière, on se demande où il va trouver l'argent pour commencer à faire les premiers travaux. À savoir, il restaure la toiture, il place des vitraux, dans le fameux vitrail qui donne les fameuses pommes bleues. Et surtout, il démolit. Il va entreprendre de démolir le vieux maître-autel, dont il dit que lui-même, dans un écrit qu'on a dans ses papiers, il indique que c'est une dalle soutenue par 2 piliers, dont un sculpté. Alors, le pilier, il a une particularité. D'abord, c'est parce que là, les témoignages sont concordants sur un point, à savoir que lorsqu'il a démoli ce vieux maître-autel, il aurait été trouvé des documents. Or, d'après certains, les documents se trouvaient dans une cavité qui se trouvait dans ce pilier. D'après d'autres, en particulier dans ma famille, on disait que non, les documents qui ont été trouvés étaient dans le mur qui était derrière le pilier, puisque derrière le maître-autel, il y avait une cloison. Derrière cette cloison, c'était la sacristie. Alors, bien sûr, moi, je privilégie l'hypothèse de mon arrière-grand-père plutôt que de celle de Gérard de Sède, puisqu'effectivement, si ce pilier a une cavité, elle est toute petite, on y rentre vraiment rien du tout. En plus, c'était, je crois, la capsa,
puisque c'est dans cet endroit-là que d'habitude on met les reliques. Alors la grande particularité de ce pilier, puisque tu peux revenir, non, enfin vous l'avez vu tout à l'heure lors de la communion, Saunière va le réutiliser un peu plus tard, en 1891, pour le mettre dans un petit enclos et y mettre une Vierge d'Issy. Il a été remarqué que l'abbé Saunière, au lieu de le placer tel qu'il était dans l'église, va le mettre à l'envers. Il comporte une croix. Alors, on a beaucoup dit au départ que c'était un pilier wisigoth, donc ça a été prouvé que c'était un pilier mérovingien. Mais pourquoi wisigoth? Parce que de suite dans cette histoire, c'est le trésor des Visigoths qui a prévalu. Donc il a fallu trouver des éléments qui pouvaient confirmer l'hypothèse du trésor wisigoth. On voit qu'elle est à l'envers, puisque vous voyez la croix, la rampe est tournée vers en haut, et vous avez l'alpha et l'oméga qui sont inversés. Or là, il a marqué dessous mission 1891, puisque c'est en 1891, donc il a installé la Vierge dans ce petit enclos. Ça a été à l'occasion de la communion des enfants du village. Alors on l'a vu tout à l'heure. Ah, j'avais ça, oui. J'ai oublié de le montrer. Vous voyez la rampe qui est ici, et l'alpha et l'oméga qui sont inversés. Alors là, on a beaucoup parlé là-dessus, on a interprété tout ça comme étant des symboles sataniques, enfin des choses. Il y a eu beaucoup de choses. Pour moi, bon, c'est beaucoup plus simple, mais ce serait trop long à expliquer. Ici, il a marqué un mot, pénitence, bénitence, et dessus, donc, il y a la Vierge de Lourdes. Une autre trouvaille va être faite peu de temps après. Alors celle-là, elle a été faite par mon arrière-grand-père, donc pour moi, elle est incontestable. Il y avait c'était le carillonneur, on l'a dit tout à l'heure. Donc un soir, alors qu'il descendait du clocher où il venait de sonner les cloches, il avait l'habitude tous les soirs de ranger un petit peu les éléments que les maçons avaient mis un peu partout, puisqu'ils étaient en train de restaurer donc l'église. Et il a trouvé dans ce pilier, alors là également, qui soutenait la chaire, parce qu'il venait de démolir la chaire, il a trouvé, il y avait une entaille ici, vous voyez une cache. Oui, cette partie-là a été vermoulue. Lorsque les maçons ont jeté le balustre au sol, elle s'est entrouverte et il y avait au fond une fiole. Et mon arrière-grand-père l'a vue, l'a prise, bien sûr, il l'a donnée à l'abbé Saunière. On ne sait pas du tout ce que cette fiole pouvait contenir comme document. À partir de là, bien sûr, il y a toutes les hypothèses qui sont permises. Personnellement, mon hypothèse à moi, c'est que dans cette fiole, il y avait un petit document qui indiquait l'emplacement du tombeau des seigneurs qu'il y a dans cette église. Alors une autre trouvaille, puisqu'il y a eu beaucoup de trouvailles qui se sont succédées lors des travaux dans l'église de Rennes, c'est la fameuse dalle dite des Chevaliers. Alors cette pierre, elle était placée devant le maître-autel, mais elle avait une particularité, c'est qu'elle était face sculptée, tournée contre le sol. Donc c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas savoir qu'on marchait sur une dalle sculptée. Et lorsqu'elle a été soulevée, donc, alors les témoignages, c'est toujours pareil, il y en a des témoignages qui divergent un peu, mais enfin, d'après certains témoignages, il aurait trouvé là des ossements, d'autres parlent qu'il aurait trouvé des documents, enfin, en fait, on ne sait pas exactement ce qu'il a pu trouver là-dessous. En tout cas, elle a été authentifiée par M. Guy, qui était un architecte de l'époque, enfin de l'époque 1930 ou 40, comme étant romane, mais les interprétations ont différé aussi. Certains ont voulu y voir dans le décor de droite ici, deux personnages accolés. Donc de suite on y a vu les Templiers, parce qu'il était question du trésor des Temples aussi à Rennes. Ce n'est pas le cas, puisque moi je l'avais vu de près. En fait, il y a deux cavaliers qui chevauchent à côté. Et ici, il y a un autre, là, d'après certains, ce serait une dame, ce serait une scène de chasse, enfin chacun a son avis. Moi, c'est pas tout à fait le même. Personnellement, mon hypothèse à moi, c'est que dans cette fiole, il y avait un petit document qui indiquait l'emplacement du tombeau des seigneurs qu'il y a dans cette église. Alors là, on arrive sur le... j'ai oublié de dire, parce que là, on n'a pas de photo là-dessus, mais il y a une certitude aussi, c'est que Saunière, au cours de ses travaux, a trouvé derrière le maître-autel une marmite, une houille qu'on appelle en patois, remplie de pièces de monnaie et d'objets de culte. Alors là, c'est les maçons qui ont divulgué cette trouvaille. Et il y a une anecdote amusante, c'est que l'abbé Saunière, pour ne pas leur donner les pièces, leur a dit que ces fameuses pièces, en fait, c'était des médailles de Lourdes, donc elles n'avaient aucune valeur, et il se les a gardées pour lui. Il n'empêche que
on retrouve dans son petit cahier journal comme ça une note intéressante. Il indique à ce moment-là, la Providence nous vient en aide. Alors là, on a ensuite une autre page un peu plus tardivement, en 92, où on voit ici l'être découverte d'un tombeau. Donc, incontestablement, dans l'église de Rennes, il y a un tombeau des seigneurs, qui confirmerait pour moi ça, à savoir que un vieux registre qu'on a retrouvé dans les papiers de la Bessonnière. C'est un vieux registre qui est de la fin du XVIIe siècle, où sont marquées les sépultures des gens de Rennes. Et on y trouve notamment donc, la mention du tombeau des seigneurs. Dans ce lieu, le tombeau des seigneurs. Alors, c'est les seigneurs de Rennes qui sont inhumés dans ce tombeau. Alors, au tombeau des seigneurs qui est auprès du balustre. Donc voilà pourquoi moi je pense que le balustre en bois qu'on a vu tout à l'heure, qui contenait cette fiole indiquait l'emplacement de ce tombeau. Parce que là aussi, on a un élément qui confirmerait pour moi ça, à savoir que le sol de l'église a été refait à une certaine époque, en même temps que la vieille chaire. Donc, ils ont scellé à ce moment-là le sol pour y mettre des carrelages, puisque c'était une époque où il était interdit commençait à être interdit d'inhumer dans les églises. Quoi. Et donc on a dû marquer là, le curé, une indication là-dessus. Tous les travaux que mène la Bessonnière tambour battant vont durer pendant 2 ou 3 ans. Là. Il va également remplacer la porte, la vieille porte qu'il y avait, et il va en faire celle qu'on voit aujourd'hui. Donc là vous avez le haut de cette porte. Une particularité aussi qui a beaucoup intrigué les personnes, c'est qu'effectivement ici, il y a marqué Terribilis is locus iste, c'est-à-dire ce lieu est terrible. Alors ça aussi, ça a fait couler beaucoup d'encre, parce qu'effectivement, derrière cette porte, quand on l'ouvre, dessous il y a la porte, on va retrouver le diable. Alors là, curieusement, Saunière, à fin 92, arrête les travaux dans l'église, et il entreprend donc de créer un calvaire dans une petite place qui était attenante à l'église. Donc voilà, avec la particularité, c'est qu'il va mettre la dalle des chevaliers au pied de cette grande croix. Alors il va la mettre, elle était visible, donc elle s'est beaucoup abîmée à ce moment-là. Parce que la face sculptée était tournée. Enfin. Il y a une chose un peu curieuse, c'est que Saunière, en 1895, va entreprendre des fouilles dans le cimetière. Alors ça, c'est incontestable, parce que c'est des fouilles nocturnes qu'il fait souvent en compagnie de sa servante, parce qu'il va être surpris. Et la mairie va l'obliger à arrêter ses fouilles, mais pour ce faire, elle a déposé 2 plaintes à la préfecture de Carcassonne. Donc il est incontestable que Saunière, à un moment donné, a fait des trous dans le cimetière, et donc les gens n'ont pas compris ce qu'ils cherchaient. En tout cas, parmi les dalles dont je n'en ai pas parlé, de celle-là, il y a également celle-ci. Alors cette pierre, c'est la tombe de la marquise de Blanchefort, c'est-à-dire la dernière seigneuresse de Rennes. Alors là, une particularité, c'est que on relève beaucoup d'anomalies. Par exemple, ici c'est T, noble des petits E, M décalé. Enfin, il y en a en fait une bonne dizaine. Il en a été relevé par les chercheurs précisément 8, et à partir de là, on en a conclu que cette dalle était codée. Enfin, cette stèle, c'est la stèle de la marquise. Alors là-dessus, les débats sont ouverts, on ne sait pas si réellement elle est codée, ou si d'après d'autres, effectivement, c'est parce que le graveur était quelqu'un d'assez frustre, et qu'il aurait mal interprété le texte qu'on lui avait donné. Cette dalle a une particularité aussi, c'est que elle a été donc bien réelle, puisqu'on en retrouve sa trace dans la Société scientifique de l'Aude. Elle a été répertoriée, mais elle a été amenée également par un membre de la Société scientifique de l'Aude en 1906. Alors on ne sait pas pourquoi, et malgré tous les efforts de la commune actuelle, de la mairie,
on n'a jamais pu la récupérer. On ne sait, personne, enfin, on n'arrive pas à savoir où elle peut se trouver actuellement. René Descadellas, qui a écrit un livre fort bien documenté sur Rennes-le-Château, indique qu'elle se trouve quelque part dans un jardin d'un Carcassonnais. Donc, si quelqu'un est au courant, ça intéresserait la commune de Rennes. Or, ici, c'est une dalle beaucoup plus incertaine. L'authenticité, on ne sait pas. C'est M. Croze, un chercheur contemporain de la Bessonnière, enfin un chercheur, c'est quand même un polytechnicien, c'est un érudit, c'est un ingénieur, donc, et qui avait fait un écrit, et cet écrit, mon beau-père l'avait, je ne sais pas d'où il l'avait retrouvé, mais enfin s'il l'avait pris dans les papiers de l'abeille ou pas, il y avait ceci, Redis Regis Celis, donc les termes, ce que ça veut dire exactement, ça veut dire un trésor, je crois, dans les caves royales, enfin la maison royale, enfin quelque chose d'assez cohérent, mais il n'y avait pas ces fameuses inscriptions grecques et latines qui indiquent que c'est, qui veut dire « in Arcadia ego ». Or ça, on voit très bien que ça a été rajouté, parce qu'on ne sait pas, personne ne l'a jamais vu de vrai, tout ça a été rajouté pour accréditer la théorie sur le fameux tombeau de Poussin, enfin tout ce qui était écrit là-dessus. Bon, ça c'est les vitraux, donc Saunière va également, puisque l'église est obscure à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de... Il va mettre pas mal de vitraux dans l'église. Ça c'est le vitrail qui se trouve dans la sacristie, donc où on voit Jésus et Marie-Madeleine. Ça c'est les peintures murales qui ont été faites par Caxtex, un peintre de Limoux à l'époque, donc. Alors on voit l'entrelac là, ici, SM. Alors pour beaucoup aujourd'hui, c'est Sainte Marie-Madeleine, mais pour moi c'est la Vierge Marie. En 1896, le gros des restaurations est terminé, et donc Saunière va s'atteler à la décoration de l'église. Alors il va commander des statues, toute leur ornementation, à la maison Giscard de Toulouse. Donc bien sûr, là nous avons la statue de Sainte Marie-Madeleine, puisque c'est la patronne de l'église. Ça c'est de Sainte Germaine, qui est une sainte de la région. Et là, nous avons, alors, il y en a plusieurs, hein, on n'a choisi que quelques-unes. Alors, je retiens celle-là parce que c'est Saint-Antoine de Padoue. Alors, on voit que c'est la statue la plus importante qu'il y a dans l'église. Elle fait face à la chaire, elle est au pied du chœur, à l'entrée du chœur. Alors, on sait que Saint-Antoine de Padoue, c'est le patron des objets perdus, retrouvés. Donc, on peut imaginer que Saunière le remercie de lui avoir fait retrouver des documents ou des choses importantes. Bon, pour les tenants des théories un peu particulières sur les Mérovingiens et compagnie aussi, certains y voient que le saint est porté sur un plateau, un peu comme à l'époque de Clovis. Donc pour accréditer cette histoire des Mérovingiens. On continue. Là, c'est les fonds baptismaux. Les fonds baptismaux, donc ils sont normaux, quoi. Et ici, nous avons la ronde de brosse. Alors, le fond de l'église, il y a cette grande ronde de brosse. Alors là aussi, ça fait couler beaucoup d'encre, parce que ici, les chercheurs ont relevé qu'ici, il y avait pour eux une bourse, alors que moi je vois une besace. Tout ça pour parler d'un trésor, évidemment, qui sont là. Et moi, surtout, je retiens que là, il y a la reproduction du chapiteau du balustre que vous avez vu tout à l'heure. Alors on peut se demander pourquoi dans cette scène où c'est la montagne, c'est dehors, il va planter là un balustre en bois, puisqu'on voit bien qu'il est en bois, sinon que c'est pour faire un rappel à ce qu'il avait trouvé peut-être dans le chapiteau de Or, on note aussi donc, que pour les chercheurs, dans cette phrase-là, on parle, je ne la connais pas exactement, des bouquettes accablées, venez à moi. Ils font des jeux de mots, le s'accabler, parce qu'ils prétendent que ça, bon, c'est toujours une bourse pleine de... Alors, dans le grossissement qu'on en fait, on voit bien qu'en fait, c'est une besace et que dedans, il y a des miettes de pain, du pain, quoi, la mie de pain. Alors, après, on arrive à une pièce importante, enfin,
le chemin de croix. Sur le chemin de croix, alors on a beaucoup dit que là, il avait mis tous ses messages en particulier. Moi, j'y en vois pas beaucoup, sinon des messages religieux, bien sûr. Alors, je vous donne un exemple, parce que ce serait trop long de les détailler tous, et puis il faut aller un peu vite quand même. Dans la première station, par exemple, on voit ici un petit noir qui tient un plateau. C'est Ponce Pilate et c'est le jugement de Jésus. Alors, pour les chercheurs, ce petit noir symbolisé, et ça, c'est bien sûr Gérard de Sède qui l'a mis en valeur, symbolisait un lieu-dit aux alentours de Rennes qui s'appelle le Roc-aux-Nègres, pour dire donc qu'au Roc-aux-Nègres, vous avez une indication qu'il y aurait là une grotte, puisque vous voyez, il y a un pli ici noir, qui a été rajouté par la suite d'ailleurs, et dont les chercheurs de l'époque, de la première époque, partaient sur des interprétations comme ça, tout à fait, bon, ils y voyaient ce qu'ils voulaient voir. Alors qu'en fait, le petit nègre s'explique très bien, puisque ça c'est l'époque Napoléon III, donc c'est l'époque où on met beaucoup de petits négrillons, c'est les négrillons qui sont à la mode, et d'ailleurs on l'en retrouve, il faut le préciser, le chemin de croix de Rennes-le-Château, on en a retrouvé plus d'une vingtaine de modèles tout à fait identiques. Hein. Bon, on va passer à une autre, bon celui-là je l'ai signalé aussi parce qu'effectivement il y a un petit enfant qui porte un tissu cossé, donc ce qui a permis de rattacher, dire que c'est un symbole du rite écossais rectifiant, enfin bref, pour rattacher cette histoire à la franc-maçonnerie. Voilà, la dernière, donc, c'est la mise au tombeau de Jésus. Là aussi, ça a fait écrire beaucoup de choses, parce qu'en fait, les visiteurs, enfin les chercheurs avaient remarqué qu'il y avait la Lune, donc on pensait, enfin, d'après eux, Jésus donc, a été inhumé donc, à la tombée de la nuit, donc il n'y avait pas la Lune, et là, donc, plutôt, c'est qu'on le sortirait de son tombeau, tout ça pour accréditer quoi, la survivance de Jésus. Bon, là aussi, il y a beaucoup d'interprétations, bien entendu, puisque Gérard de Sède, il y avait tout un plan de recherche du trésor avesonnière, notamment avec ce fameux cercle-là. C'était même qui tenait à l'époque un trident, puisqu'un diable, on le représente toujours avec un trident pour piquer les gens en enfer. En fait, il y a un lieu-dit dans Loin de Rennes aussi qui s'appelle le cercle, et où justement, il y a une pierre taillée en forme de fauteuil, qui s'appelle le fauteuil du diable. Alors maintenant, on arrive à la pièce maîtresse. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, le pauvre diable, ce n'est plus du tout celui-là, puisque la tête a disparu, elle n'est pas encore reconstituée. Pour beaucoup de chercheurs, ils ont retenu ce qu'en a écrit Gérard de Sède, c'est Asmodée. Pourquoi Asmodée? Parce qu'Asmodée, c'est le gardien du trésor du temple de Jérusalem. En fait, il n'y a rien qui permet de l'affirmer. Alors, vous avez 4 anges qui font le signe de la croix. Donc ça veut dire, pour les gens qui rentraient dans l'église de la Vessonnière à l'époque, si tu viens dans mon église, tu vas triompher du mal si tu fais le signe de la croix. En 97, elle est marquée par un fait divers sinistre, c'est-à-dire c'est l'assassinat de l'abbé Gélis. Donc je le signale, enfin, parce que pour moi ça a un rapport avec cette histoire. Ça c'est à expliquer, ce serait trop long aussi à expliquer. Alors Saunière, à partir de cette période-là, et jusqu'en 1900, il arrête les travaux dans son église, puisqu'elle est terminée, mais il achète des terrains tout autour du presbytère, à l'emplacement même de l'ancien château, parce qu'à l'époque, à Rennes-le-Château, je l'ai oublié de le dire, il y avait 2 châteaux, et c'était le vieux château qui se trouvait à cet emplacement. Il achète des terrains au nom de Mademoiselle Marie, sa servante, et il se lance dans des constructions, on va dire, somptueuses pour le village de Rennes, bien sûr. Parce que Rennes, c'est que des vieilles maisons, et cette maison, comme vous le voyez, c'est la Villa Béthanie. Les visiteurs, il y en a très peu à l'époque. Il y en a un notamment qui a écrit, un auteur, Jean Giraud, un Audois, qui a écrit qu'il est surpris de voir des constructions aussi modernes et aussi neuves dans un petit village qui est vraiment misérable. Alors voilà le Sacré-Cœur, puisqu'en fait, il a appelé cette Villa Béthanie, et donc, franchement, il y a le Sacré-Cœur. Un symbole religieux donc dessus. Alors cette tour, finalement, pourquoi Magdala? Évidemment, aujourd'hui on dit, bien, on voit bien que c'est la preuve que Saunière avait des relations, enfin, des connaissances sur Marie-Madeleine, puisque Magdala. En fait, il faut savoir qu'au départ, dans ces écrits-là, il marque que la tour, il va l'appeler la tour du midi, puis après il va l'appeler la tour de l'horloge, et c'est finalement qu'il va se décider pour la tour Magdala,
quand il veut faire peut-être un ensemble un peu plus cohérent. Alors cette tour va lui servir surtout de bureau, dans le premier étage ici. En dessous, donc, il va y avoir sa fameuse collection de timbres, que moi j'ai pu voir, et de cartes postales, aussi qui ont disparu, bien sûr, puisqu'il était collectionneur, il en avait des milliers, puisqu'il se faisait envoyer des cartes par toutes les relations qu'il avait. Alors en même temps, donc, il a construit une autre tour qu'on appelle, enfin, c'est une serre, dans lequel donc il appelle c'est un jardin d'hiver où il va planter, on va avoir des fleurs. Et le tout est relié, les deux tours, on peut dire, elles sont reliées par une terrasse. Donc les ouvertures que vous voyez n'y étaient pas, bien sûr, ça c'est un propriétaire, c'est M. Buton qui les avait créées, qui les a faites, puisque c'est sous la terrasse, en fait, c'était des citernes, puisque Saunières, Rennes était un pays aride. Donc ce domaine est achevé de construire grosso modo en 1906. Alors là, on remarque, puisqu'on a les comptes, que Saunières paye quasiment comptant que ça, ce domaine qui coûte quand même près de 200 000 francs or de l'époque. Donc on voit que par rapport à la période où il a restauré l'église, il a subitement eu beaucoup d'argent d'un seul coup. Et à partir de là, dans son domaine qu'on va appeler fastueux pour le lieu de Rennes, il va faire des réceptions, il va recevoir beaucoup de monde, ça c'est authentique. Donc les gens de Rennes, dont mes parents, mon père qui a été son enfant de cœur et tout, étaient étonnés de voir monter du beau monde à Rennes. Et il me parlait souvent que Saunières arrivait, enfin que des charrettes arrivaient avec des fûts de rhum, plusieurs fûts de rhum, également des langoustes, enfin quelque chose que les paysans de Rennes trouvaient assez ahurissant, quoi. Cette période faste va s'arrêter à partir de 1909, début 1909, puisque Monseigneur l'évêque de Carcassonne, Monseigneur de Beauséjour, va s'étonner du train de vie qu'il mène, au point que Monseigneur de Beauséjour va l'interroger, le rappeler à l'ordre. Il dit dans un écrit qu'il mène un train de vie qui lui est supérieur au sien. Donc il lui demande des explications, l'abbé refuse de les fournir, donc il le mute dans une paroisse à Coustouge, mais Saunières refuse de partir, et donc il donne sa démission. Il donne sa démission en 1909. Mais l'évêché n'est pas satisfait quand même de ça, parce que l'évêché demande, l'évêque veut savoir d'où lui provenaient les fonds qui lui ont permis de construire ce si beau domaine. Et Saunières donc va fournir des comptes, mais enfin qui sont insatisfaisants et incomplets. Il avoue quand même une dépense de près de 200 000 francs morts pour avoir fait tout ça, mais il refuse toujours de donner des explications sur la provenance de ces fonds. Donc, l'évêque sait très bien que l'abbé Saunières effectuait un trafic de messes important, et même on peut dire colossal. Nous, on a eu en main tous les documents là-dessus. Il y a des jours, l'abbé Saunières recevait plus de 100 messes, de demandes de messes. Alors les demandes de messes, bon, je ne vais pas rentrer dans... C'est trop long à expliquer aussi, mais enfin, ça rapporte. Il y avait des jours dont il rentrait plus de 200 ou 300 francs de rien que de messes. Alors là, il est dans l'illégalité, puisqu'un prêtre n'a pas le droit de dire plus de 2 messes par jour. Hein. Finalement, l'évêque, pour le contraindre d'avouer son trafic de messes, que Saunières nie au départ, dans son mémoire qu'on avait, il dit qu'il n'a jamais demandé de messe, alors qu'on avait les registres où ça était marqué. Il refuse, mais l'évêque a des preuves, puisqu'il y a beaucoup de gens qui lui ont donné, qui ont commandé des messes, qui lui disent, parce que Saunières, par son train de vie, s'est attiré de la jalousie de pas mal de ses confrères. Donc on lui fait un procès. Alors, le procès est assez complexe, il va durer d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie. Et en 1911, il y a une sentence, il est condamné à une suspense divinis, c'est-à-dire que l'abbé Saunières est privé de ses pouvoirs sacerdotaux. Donc il a quand même la possibilité de continuer à dire la messe à titre privé, c'est-à-dire, pour bien comprendre la signification de la suspensa divinis,
C'est un peu comme quand un officier est aux arrêts de rigueur, c'est-à-dire il est toujours officier, mais il ne peut plus commander. Et lui, le prêtre, il est toujours prêtre, mais il ne peut plus exercer, c'est-à-dire donner l'extrême onction et tout ce que fait un prêtre. Dans le procès, il est porté en cour de Rome. Alors pour ce faire, il a un avocat, l'abbé Huguet, qui va lui... Bonsoir à tous. Merci d'être venus nous écouter, bien que nous ne soyons pas des professionnels, mais des artisans. Et puis il y a longtemps que nous n'avons pas fait de conférence, donc on est obligé, notre mémoire n'est pas toujours tout à fait présente. Donc moi je suis née à Perpignan en février 1939. La guerre a éclaté et Perpignan est sous le régime des Allemands. Donc, pour nous mettre à l'abri, mon père a décidé de nous envoyer avec une tante à Bugarache. Et là, nous allions à l'école. Moi, j'étais toute petite, mon frère a 3 ans de plus que moi. Et mon père a fait la connaissance de l'instituteur, monsieur René Guillem, qui avait précédemment été instituteur à Rennes-le-Château de 1933 à 1939. Et dans le village de Rennes, donc en général, les instituteurs étaient logés par Mademoiselle Marie. Voilà. Alors, comme mon père souhaitait acquérir un domaine, donc il en a parlé à l'instituteur qui lui a dit « mais moi je connais quelque chose qui pourrait vous intéresser ». Donc, et il l'a présenté à Mademoiselle Marie, comme nous l'appelions, qui habitait Rennes-le-Château, dans le domaine dit de la Bessonnière, mais en fait c'était le sien. Et donc nous sommes montés plusieurs fois, pendant des années, disons au moins 2 ans, parce que Mademoiselle Marie était très méfiante. Elle avait voulu vendre presque de suite le domaine, déjà en 1918, un an après la mort de Sonnière, elle voulait s'en débarrasser. Elle avait eu beaucoup d'acquéreurs. On ne les a pas comptés, mais enfin, on pourra le faire avec tous les papiers que nous avons. Mais au dernier moment, elle refusait de signer. Donc elle avait mis à un moment donné l'abbé Grasso, qui l'aidait à trouver un acquéreur, dans une mauvaise posture parce que l'acheteur avait demandé 1000 francs de dédit de Mademoiselle Marie. Donc elle voulait vendre et en même temps elle ne voulait pas vendre, elle ne savait pas, bon, elle ne voulait pas se séparer. Pourtant, elle habitait toujours dans le vieux presbytère, qui n'est pas du tout salubre, et nous sommes arrivés dans les années 44. Mon père, donc, il a mis un peu de temps à la décider, et elle a fini par lui céder le domaine en juillet 46. Donc en viager, comme a dit M. Guéraud. Mais en fait, elle a fait de mes parents ses légataires généraux et universels. Mais la condition était qu'elle reste avec nous et que nous puissions nous en occuper, et donc pour retrouver une famille. Elle était seule depuis la mort de ses parents, depuis 1930. Et elle s'est trouvée tout à fait sans ressources à la mort de la Bessonnière, alors qu'elle avait encore par exemple, la bibliothèque à payer, qui était à son nom, puisque les traites étaient pratiquement toutes à son nom. Ce que nous avons, tout ce qui a été payé, c'était payé par Marie. Alors ça avait été une précaution de la Bessonnière parce que avant 1905, les ecclésiastiques sentaient qu'il allait se passer quelque chose au niveau de leurs biens. Et donc il avait acheté tous les terrains au nom de Marie, et toutes les constructions qui étaient au-dessus, légalement, lui appartenaient. Donc, en fait, personne ne pouvait plus rien lui réclamer. Voilà. Donc, après plusieurs années, mon père a gagné sa confiance, on s'est installé. Donc, Marie continue de vivre dans le presbytère, tandis que nous vivions dans la villa.
Alors, mon père, donc, avait vendu une usine. Il était à Perpignan, il avait une usine de pâtes alimentaires, qui s'appelait les pâtes claires, d'ailleurs. Voilà. Et il va entreprendre de créer, au bout de quelque temps, une usine de chapeaux, des chéchillas en particulier, c'est un peu original, au Maroc, et en amenant des jeunes du village qui avaient la pratique du feutre. Donc, parce que c'était des jeunes chapeliers qui travaillaient aux usines d'Esperaza, qui étaient très nombreuses, hein, puisqu'il y avait presque 5000 ouvriers. Son entreprise n'a pas marché. Il a essayé autre chose, ça n'a pas marché non plus. Donc il est revenu vivre à Rennes dans les années 50, au début des années 50. Il a acheté des propriétés, mais c'est très aride, il ne pleut pas, les vignes ne rapportaient pas beaucoup. Donc il avait des problèmes financiers. Et quand il était un peu triste et préoccupé, Marie lui disait « Mon bon Noël, vous savez que je vous considère comme mon fils. Avant de mourir, je vous dirai un secret qui fera de vous un homme riche, très riche. » À des enfants du village, elle disait « Mes pauvres enfants, vous marchez sur de l'or sans même le savoir. » À d'autres, à plusieurs témoins que nous avons interrogés, avec ce que monsieur le curé a laissé, on pourrait nourrir le village pendant 100 ans et il en resterait encore. Une autre personne nous a dit, chez monsieur le curé, on ne se baissait pas pour ramasser des pièces. Mon père y croyait à ce qu'elle lui disait, mais sans trop y croire. Alors mon frère et moi considérions Mademoiselle Marie comme une troisième grand-mère, puisque nous avions toute notre famille avec nous. Un lien s'était tissé entre elle et notre famille, parce qu'elle aimait beaucoup les enfants. Quand des enfants du village y allaient, elle leur donnait des images pieuses, des cartes postales. Et puis, après une attaque cérébrale qui lui a ôté la parole, un 22 janvier, elle mourut sans reprendre connaissance, le 29 janvier 1953. Elle n'a pas donc pu tenir la parole, la promesse faite à mon père de lui dire un secret au moment de sa mort. Les récoltes de la propriété n'étant pas assez rentables pour toujours, mon père, qui était vraiment un grand entrepreneur et qui aimait beaucoup bouger, entreprit de transformer le domaine de Marie en hôtel-restaurant en 1955. C'était pas facile. Au début, ça se faisait dans la villa, puis il a construit une cuisine, puis les salles de restaurant sous la terrasse, et petit à petit, le restaurant a connu une certaine notoriété, et les gens sont venus. Et donc, pour les intéresser, pour les attirer, pour les retenir, mon père leur racontait l'histoire de la Bessonnière. Mais comme ça le fatiguait de répéter de table en table à chaque groupe de personnes la même histoire, il avait enregistré sur une bande magnétique. Il raconte que pour lui, et d'après ce qu'on lui a dit, qu'il s'agirait du trésor de Blanche de Castille, mère de Saint-Louis, qui était régente du royaume pendant les croisades de son fils, et qui fit entreposer à Rennes le trésor royal pendant la révolte des Pastoureaux. Ça a été très contesté depuis. Mon père était parti sur cette histoire parce qu'on le lui avait dit, des gens étaient venus le lui raconter, et puis il avait vu des pièces de monnaie de cette époque au bracelet de la femme d'un banquier de la Bessonnière. Et c'était la Bessonnière qui avait donné ces pièces à la femme de M. Coy de Limoux. D'après mon père, ce trésor aurait été découvert 2 fois, en 1645 par un berger nommé Paris, il y a toute une histoire là-dessus, que mon mari a dessiné là, dans une des bandes dessinées, puis par la Bessonnière. Excusez-moi. Les premiers clients de l'hôtel sont essentiellement des radiesthésistes.
avec ou sans médium, en faisant tourner les tables. Moi, j'y ai participé. Et dès qu'ils arrivaient, nous les reconnaissions à leur pendule. Le restaurant est de plus en plus fréquenté par des personnes connaissant plus ou moins l'histoire de la Bessonnière. Parmi eux figuraient des médecins, notaires, patrons chapeliers, journalistes. Et c'est ainsi qu'un journaliste de la Dépêche de Limoux, qui connaissait bien papa, qui était son ami, avec qui il passait des soirées à discuter, publia une série d'articles pendant 3 jours consécutifs et en première page, le 12, 13, 14 janvier 1956. Le titre était « La fabuleuse découverte du curé au milliard ». Donc ce sont des pages que vous pouvez voir au musée de Rennes. C'est impressionnant parce que c'est immense comme histoire. Ensuite, ces articles seront repris par des magazines parisiens, à grande diffusion, ici Paris par exemple, et par des revues étrangères. L'affaire était maintenant bien connue et on voit défiler les chercheurs de trésors, non plus avec des pendules, mais avec des pelles et des pioches. Voilà. Un peu plus tard, en 1959, il a commencé à venir, le président des chercheurs de trésors, Robert Charroux, s'intéresse à Rennes et mène des recherches avec mon père, avec les premiers détecteurs de métaux. Alors, nous avons toujours essayé de l'avoir, parce que les émissions sont enregistrées à l'INA, et on espère qu'un jour on le verra, et on l'aura. Suite à toutes ces publicités, des artistes de renom viennent à Rennes, des peintres, Raffi Le Persan, son frère, Ashley, qui a fait le portrait de mon père, des sculpteurs, des chanteuses, Annie Flore et Maria Candido, Lisette Darson-Val, qui était première danseuse de l'Opéra de Paris, des professeurs, des auteurs célèbres, René Nelly, Georges Kessel, que j'ai eu l'honneur de connaître donc, Henri de Montfred, et on voit aussi le journaliste Gérard de Sède, qui se documente sur cette étrange histoire. Il en sera question, donc, mon mari vous en reparlera dans la 3e partie. En 1965, mon père céda le domaine à M. Bution pour acheter le château de Saint-Félix de Lauragais. Il avait une certaine lassitude, sans doute, de l'histoire, et puis il aimait bouger. Avec notre départ de Rennes, on peut dire que s'achève la période où le trésor de la Bessonnière est essentiellement de nature matérielle. Une nouvelle étape va s'ouvrir avec la parution d'ouvrages qui orientent la recherche vers une quête plus spirituelle. Actuellement, on parle de 800 ouvrages qui auraient été écrits sur Rennes-le-Château, ce qui est énorme pour un petit pays. Voilà, je voulais vous donner mon témoignage, parce que c'est surtout un témoignage, ce n'est pas des connaissances acquises. Et tout à l'heure, si vous avez des questions à poser, je serai contente d'y répondre. Merci de votre attention. Bon, alors, comme vient de le dire Claire, on voit, et je l'ai bien connu, Gérard de Sède venir à Rennes et se documenter sur cette histoire. En 1967, il va sortir son livre « L'or de Rennes » ou la vie insolite de Berger Saunière, curé de Rennes-le-Château. Alors ce livre il va connaître un énorme succès, mais aussi il va déclencher les premières polémiques. Notamment, on voit qu'il se dispute beaucoup avec Escadéas. Il écrit plusieurs livres sur cette histoire, et notamment apparaît alors derrière Gérard de Sède un personnage un peu énigmatique, c'est-à-dire Pierre Plantard. Pierre Plantard, donc il se prétend un descendant des Mérovingiens. C'est sous la période de Gérard de Sède que sont évoquées la possibilité des 3 grands trésors, dans le trésor qu'aurait pu trouver Saunière, c'est-à-dire le trésor des Visigoths, le trésor des Templiers
et le trésor des Cathares. Donc pour moi, il est impossible que Saunière ait pu trouver des trésors aussi importants, parce que je ne vois pas pourquoi il s'en serait alors caché. Hein. Mais aussi avec quelques années plus tard, alors que déjà l'affaire est bien enclenchée et qu'il y a encore des gens qui cherchent avec une pelle et une pioche, va paraître un ouvrage important d'auteurs anglais, donc l'énigme sacrée. Et l'énigme sacrée, ça constitue une nouvelle étape dans cette histoire du trésor de Rennes-le-Château. Parce que le mystère alors s'épaissit en plus. Il y a à Rennes non plus un message sacré, mais surtout un secret qui entoure le Christ. Jusqu'à présent, il n'en avait pas été question. Il est question là, dans l'énigme sacrée, pour ceux qui l'ont lu, d'un secret vieux de 2000 ans que l'abbé aurait détenu et que donc il serait au centre de ce qu'on peut appeler une grande conspiration du silence. Alors d'après ces auteurs, le Christ aurait opusé Marie-Madeleine et aurait donné une naissance à la race des Mérovingiens, dont le Plantard, donc, qui était derrière les écrits de Gérard de Sède, prétend être le dernier descendant. Alors c'est assez étonnant parce que moi j'ai rencontré les auteurs, donc, puisque j'étais à Rennes, qui ont contacté ce Plantard, et c'est vrai que notamment M. Lincoln, quand il le voyait, il s'adressait à lui en lui parlant, en lui disant « Votre Altesse ». C'est-à-dire, on se demande comment les gens ils peuvent avaler des choses pareilles. Enfin, c'est une histoire, bien sûr, qui est plutôt douteuse, puisque c'est un secret, quand même, qu'aurait détenu donc Pierre Plantard, qui était le président du Prieuré de Sion. Alors, le Prieuré de Sion, d'après lui, c'était une société secrète qui aurait traversé le siècle. Et le moment était venu de le faire, cette révélation. Dans des messages dont il est passé, on y ajoute aussi des thèses donc conspiratrices. C'est à partir de là que les touristes souvent indiquent, que j'ai interrogé parce que j'ai fait un peu le guide à Rennes, ce livre, il met en scène sous la forme d'un roman policier la thèse sacrée développée dans l'énigme sacrée. Alors, là, il y a un succès mondial, et c'est vrai que ça va déclencher des cohortes de touristes à Rennes qui sont maintenant, encore aujourd'hui, en quête du tombeau de Marie-Madeleine. Alors aujourd'hui, on y va en pèlerinage à une grotte qui se trouve en face de Rennes, qui s'appelait la grotte de Fournette et qui à l'époque appartenait à mes parents, et où je me suis souvent rendu quand j'étais petit, et qui désormais figure partout sous le nom de la grotte de Marie-Madeleine. Alors il y a des illuminés qui y vont quotidiennement, donc il y a des visites qui se font là, ils y prient, enfin c'est assez invraisemblable. Bon. Alors on voit qu'il y a quand même des gens un peu illuminés, puisque on note dans ces périodes-ci qu'il y a eu la destruction du diable, de la tête du diable. Ça c'est arrivé par 2 fois, hein. Et je pense que, parce qu'encore la tête du diable n'a pas été refaite, je crois, et je pense que maintenant on est arrivé à un stade où je ne vois pas du tout ce qu'on peut ajouter. Alors nous, pour terminer tout ça, on a voulu faire un petit livre sur lequel on donne une autre hypothèse qui est beaucoup plus simple, puisqu'on considère, et on revient à ce qui se disait à l'époque de mon beau-père, de M. Corbus, je m'en souviens très bien, pour écouter certaines discussions, on parlait d'un trésor d'église, c'est-à-dire un trésor d'un évêque. Et nos recherches actuelles nous ont permis de peaufiner un peu cette recherche, et nous pensons qu'il s'agit effectivement, au moment de la Révolution, d'un trésor qui aurait été déposé à Rennes-le-Château par l'évêque d'Alette, son trésor personnel, quoi. Alors là-dessus, on a quelques éléments, mais il est très difficile d'obtenir des preuves, des photos, parce que les gens, évidemment, on est réticents à nous les montrer, mais ça confirme bien que c'est un trésor de la Révolution. Bon, je ne vais pas rentrer dans notre discussion là-dessus, pour nous, hein, voilà. Alors, on espère qu'un jour, donc, on pourra le prouver. Mais pour le moment, c'est un peu difficile, même si nous, on a certains éléments, mais il faudrait que ce soit les propriétaires qui nous les montrent, qui donnent les photos et qui nous apportent des détails. Voilà. Voilà tout ce que je pouvais dire moi là-dessus. Et qu'en fait, je suis un peu contrarié moi par cette histoire de Rennes,
Parce que désormais, c'est vrai qu'à Rennes, il n'y a plus beaucoup de monde que je connaissais, puisqu'il faut savoir que j'ai quand même 82 ans maintenant, ou bientôt, et que le village a perdu pour moi son âme, puisque quand vous allez à Rennes maintenant, c'est partout des étrangers, dont je ne parle pas que des visiteurs, bien sûr, mais des habitants, les gens qui ont acheté. Pour moi, le village de Rennes a perdu un peu quand même de son attrait. Je le regrette. Maintenant, il est clair que sans cette histoire, le village de Rennes n'existerait plus. Il n'y aurait plus personne, comme dans beaucoup de villages des alentours. Et qu'aujourd'hui, en revanche, il faut savoir que ça attire quand même plus de 150 000 visiteurs par an. Donc, il a été créé un musée que nous, on avait créé tout à fait au début avec Claire. On voulait faire un petit musée privé puisqu'on avait une tas de documents. Aujourd'hui, quand même, ils nous disent qu'ils font plus de 40 à 50 000 visiteurs par an. Donc c'est devenu une affaire intéressante, il y a des emplois qui se sont créés. Voilà. Et effectivement, les gens de Rennes ont fait quand même une bonne affaire, parce que les maisons de Rennes se vendent 4 ou 5 fois plus cher qu'il y a 20 ans. Voilà, merci. Le trafic de masse, non. Je suis catégorique là-dessus pour la bonne raison qu'on a les comptes, si vous voulez. Et les comptes de la Bessonnière ont été retrouvés entièrement. Alors on sait qu'effectivement il a fait beaucoup de messes, mais le total, bon, avoisine à peu près quand même on va dire dans les 160 ou 180 000 francs, donc ça fait énorme. Mais ça c'est juste, ça couvrirait, si vous voulez, intrinsèquement les travaux, les restaurations. Alors en fait il avait quand même son train de vie, donc ça faisait beaucoup plus que cette somme-là. Mais ce qu'il faut noter surtout, c'est que les gens, notamment il y a M. Bedu qui a fait un travail là-dessus, puisqu'il les a toutes comptabilisées, c'est que il considère, lui, que le trafic de messes aurait permis de couvrir tous les frais, parce que il comptabilise les messes sur toute la vie de la Bessonnière. Alors qu'en fait, son domaine, toutes ces constructions, il les a payées comptant en 1905-1906. Donc c'est sur une période beaucoup plus courte, d'une quinzaine d'années, qu'il aurait ramassé une somme énorme. J'étudie, moi, ce problème-là sur le côté philatéliste et carte postale, puisque ça m'intéresse. Comme je m'occupe aussi de vieilles correspondances, j'ai des lettres de l'ancien évêque d'Alette, qui précisait, c'est une lettre à peu près de 1785, qui précise bien qu'il a un train de vie important, puisque c'était des nobles qui étaient évêques d'Alette, et donc que la chaire, si vous voulez, la fonction était quand même conséquente. Donc je pense que le trésor, qui serait un trésor plus facilement monnayable, puisque des calices ça peut se vendre beaucoup plus que des vieilles pièces de monnaie qui seraient passées pas inaperçues au moment de les liquider. Je pense que ce serait plus plausible, ce trésor des évêques d'Alette, puisqu'il est parti, donc il est mort à Barcelone, il a immigré très vite, vu que c'était très mauvais pour lui, et donc en plus de sa noblesse, plus de sa chair, il fallait qu'il foute le camp. Donc on est plus sur cette hypothèse qui doit être la vôtre et qui semble être la plus logique. Ce que je voudrais vous poser comme question, est-ce que sa servante, après le décès de la Bessonnière, a-t-elle mené un train de vie conséquent ou non? Si elle a mené un train de vie conséquent, ça prouve qu'elle aurait hérité d'une partie du trésor. Mais si elle n'a pas amené un train de vie conséquent, ça se peut bien que la Bessonnière avait épuisé le trésor pour faire ses travaux. Quel a été le train de vie de cette servante jusqu'à sa mort en 1953? Alors, le train de vie, elle n'en avait pas, parce qu'elle n'avait plus d'argent. Elle n'avait plus de liquide. C'est-à-dire, ses parents avaient juste une petite pension de 36 francs par an, je crois. Et elle, dans une lettre à un de ses créanciers, elle dit « J'ai des meubles, j'ai de l'argenterie, j'ai du linge, mais je n'ai pas d'argent. J'ai de tout sauf de l'argent. » Voilà. Donc, moi, plus jeune, je pensais que, sachant où la Bessonnière avait son trésor, elle aurait pu aller
en chercher. Mais quand les gens le lui disaient, pourquoi tu vis comme ça? Parce qu'elle avait de très gros problèmes. Hein. On a des piles de commandements, des impôts. C'est elle qui payait les plus gros impôts à Rennes-le-Château. Son domaine, c'était le plus riche. Et elle n'arrive jamais, alors elle est obligée de vendre. Elle fait de l'élevage de lapins, de poulets, des œufs, etc. Et puis elle va vendre petit à petit tous les objets qu'elle pouvait de la villa. Elle descendait à pied, ça nous le racontons dans le dernier livre que nous avons écrit, en particulier à Rennes-les-Bains, où il y avait des curistes un peu plus fortunés, et elle essayait de vendre, de faire du porte-à-porte pour vendre les valeurs de la Bessonnière. Voilà. Et puis elle n'avait aucun sens de l'argent en plus. Et par exemple, une de ses amies lui écrit, mais ces billets que tu as, ils ont de la valeur. Ils ne sont pas nominatifs, mais tu peux en échange avoir de l'argent. Donc c'était des billets au porteur, et elle ne le savait pas. Mais d'autres disent que quand même, à la mort de la Bessonnière, elle aurait eu 20 000 francs or, mais vite dépensés. Voilà. Et ensuite, ça a été la misère. Hein, elle vivait comme une pauvresse. Pendant la guerre, les gens lui portaient du pain, sinon je crois qu'elle serait morte. Enfin, elle avait accueilli des Espagnols pour gagner un peu d'argent. Vraiment, elle était âgée d'abord. Elle avait 78 ans quand nous sommes arrivés, et elle n'avait pratiquement pas de ressources. Et donc quand elle a accepté de vendre à mon père, là elle a pu avoir une vie un peu plus sereine, disons, parce que sinon elle était tout le temps ennuyée par les impôts, par le percepteur, etc. C'est affolant le nombre d'argent qu'elle devait payer, quoi. La location du presbytère en particulier, mais enfin des fois elle ne le payait pas, mais c'était surtout les impôts. Ça, les impôts posés, un monsieur nous avait dit, il doit avoir parce qu'il avait quand même 13 banques, la Bessonnière, hein. Voilà. Mais nous n'avons pas cherché, effectivement. On n'a pas cherché, bon, parce que n'est pas très matérialiste, et puis Mademoiselle Marie, on n'a pas retrouvé de papier, on n'a trouvé aucun papier sur les banques, hein. Voilà. Et donc, s'il y avait des numéros de compte, etc., ou si c'était des comptes juste avec le numéro et sans le nom, donc on ne pouvait absolument pas les retrouver. Alors, quelqu'un nous avait proposé de faire la recherche, et si on lui donnait 10% des sommes, on lui a dit que ça ne marchait pas, quoi, voilà. Parce que Mademoiselle Marie a hérité de Sonnière, donc c'était sa légataire universelle, mes parents étant ses légataires à Marie, donc on pouvait y prétendre, disons. Voilà, on pouvait y prétendre. C'est pour ça que le premier ouvrage qu'on a écrit, il s'appelle L'Héritage, puisqu'on l'a fait à partir de ce que nous avons reçu de Mademoiselle Marie et de la Bessonnière. Bonsoir. Je suis étonné et ébahi, évidemment, par l'histoire de la Bessonnière, mais j'aimerais avoir une explication. Comment cette année, en 1900, où les moyens de communication étaient pratiquement inexistants, étaient connus sur le plan national et surtout à Paris. Où à Paris, les grandes vedettes de l'époque, dont j'ai lu ça sur une revue, la grande cantatrice de l'Opéra de Paris, qui s'appelait Emma Calvé, était venue 2 fois à Rennes-le-Château. Alors, comment ça se fait? Comment il a pu se faire connaître de cette ville à Paris, qui était très loin à ce moment-là? Alors, moi j'ai lu dernièrement dans un article que pour Paris-Carcassonne, c'était 20 heures de train. Hein. 20 heures, hein. C'était pas énorme, hein. Et les gens circulaient beaucoup. Non, mais l'histoire de Emma Calvé a été introduite par Gérard de Sède, s'en est servi pour introduire de l'ésotérisme, la franc-maçonnerie dans cette histoire de Rennes. En fait, moi je me souviens quand il était venu à la maison, parce que je l'ai vu souvent, il a vraiment vu compulser les papiers, et il avait des papiers où il y avait des signatures où il y avait Emma. Et donc Emma, on sait qui c'était, Emma c'est une parente d'Assonia, et pour lui il a sauté sur cette occasion pour dire bon c'est Emma Calvé. Voilà. Alors il affirme qu'il est allé à Paris
pour faire acheter des tableaux. On n'a jamais vu aucune trace de ces tableaux à Rennes, nous. Hein. Et donc cette cantatrice, pour nous, elle n'est jamais venue, enfin, elle ne l'a jamais connue. Hein. Donc il ne faut pas... Gérard de Sète, il a écrit un roman, hein, il le dit, donc c'est un roman. Et là-dessus, c'est l'histoire. On a fait beaucoup de recherches pour essayer de. Non, il n'y a rien qui permet de penser qu'il est monté à Paris. Nous-mêmes, quand même, on a été un peu fautifs dans notre premier livre, parce qu'on avait trouvé une photo, effectivement, d'un prêtre qu'on pensait être l'abbé Saunière. Or, en fait, c'était son frère, Alfred Saunière, qui l'avait beaucoup aidé au départ, parce qu'il était prédicateur à Narbonne, donc il était quelqu'un d'assez influent. Donc, il a fait avoir à l'abbé Saunière, effectivement, des dons importants, notamment de la comtesse de Soustrin, des gens du cercle catholique de Narbonne de l'époque, de la comtesse de Chambord, oui, je n'en ai pas parlé tout à l'heure. Effectivement, Saunière a eu un don à la comtesse de Chambord. C'est la comtesse de Chambord qui lui donne des fonds parce qu'il est monarchiste, ou c'est lui qui donne des fonds à la comtesse de Chambord? C'est la comtesse de Chambord qui lui fait un don. Alors, dans les ouvrages, notamment celui de Sète, on voit un don de 3000 francs or. En fait, nous, dans les brouillons, parce qu'on avait les brouillons de Saunière, on n'avait peut-être pas les lettres qui les envoyaient, il parle que de 1000 francs or. Alors, ça fait beaucoup, mais c'est pas grand-chose pour la comtesse de Chambord, parce qu'il faut savoir qu'elle a donné 50 000 francs or pour le Sacré-Cœur. Hein. Alors, ça a créé beaucoup de discussions là-dessus. Or, il faut savoir que la comtesse de Chambord, qui était l'épouse du comte de Chambord, c'était une Habsbourg. C'est pour ça qu'on parle des Habsbourg dans l'histoire de Rennes, dans la légende, je veux dire, de l'histoire de Rennes. En fait, elle avait comme le comte de Chambord avait comme précepteur un Maupoul, hein, et la comtesse de Chambord avait comme médecin un médecin d'Alette-les-Bains. C'était un ami de l'abbé Lasserre, qui était le curé d'Alette-les-Bains à l'époque. Et il faut savoir que Saunière avait été au départ, dans sa carrière, vicaire à Alette-les-Bains. Donc oui, ça peut s'expliquer. Et comme Saunière avait prêché en faveur de la monarchie lors des élections de 1885, et donc il avait été condamné par l'État, puisqu'à l'époque c'était l'État qui subventionnait les curés, donc il avait été envoyé en punition à Narbonne, voilà. Et à Narbonne, donc, il avait rencontré donc il y avait son frère, des gens qui l'avaient peut-être mis, pas directement en contact avec la comtesse, mais par l'intermédiaire des gens dont j'ai parlé, là, Léopold ou peut-être ce médecin, il avait obtenu ce don. Et des musiques, il écrivait des poèmes et tout ça, et des chants, et plusieurs personnes nous ont dit que des chanteurs venaient à Rennes, le château, mais nous n'avons jamais su si c'était Maccabée. Il y a une autre question aussi, on n'en a pas du tout parlé. Le curé de Rennes-les-Bains qui a écrit ce livre extraordinaire, le Cromlech de je ne sais quoi, qu'est-ce qu'il faut en penser? Parce que là aussi c'est dans le lieu, ce livre est extraordinaire, autant que je sache, il explique tout par les origines celtiques, y compris le patois. L'occitan s'explique à des origines celtiques. Alors il cite des exemples, il cite des mots qu'on retrouve effectivement en patois. Par exemple, en anglais on dit cat, le cat, et en occitan on dit les gattes, le chat, c'est la même chose, voilà. Donc, et c'est un livre qui est bourré de ce type de ressemblances. Alors, Gérard de Sète, à ma connaissance, en avait tiré les conclusions de ça. Moi, je m'en tiens à ce qui avait été dit à l'époque quand ce livre a été sorti. Il a été critiqué par la Société scientifique de l'Aude, hein, puisque effectivement, il l'avait présenté, on a dit bon, que c'était une lubie. Bon, il avait une lubie. Il voulait prouver que la langue mère de l'humanité, c'était l'anglais. Bon, c'était son point de vue. Alors pourquoi on l'a introduit à Rennes? Alors il faut comprendre une chose. Au début, on a parlé d'un trésor, des Visigoths, tout ça, puis nous, on a sorti notre livre là-dessus, et on a amené des preuves. Donc, il était difficile de dire n'importe quoi sur Saunière. Donc, on s'est rabattu sur l'abbé Boudet, parce que sur l'abbé Boudet, on ne trouve rien en dehors de ce livre. Or, moi, je n'ai jamais lu un entier, mais je n'y comprends rien. Alors, comme quand même, je connais pas mal de chercheurs et tout, il y a au moins une cinquantaine de versions différentes sur cette histoire. Chacun y voit ce qu'il veut y voir. Hein. Voilà.
Alors je sais pas, c'est Gérard de Sède qui l'a introduit là parce qu'il dit que c'est Boudet qui... moi des fois je suis dépassé. Et les gens ils me disent c'est à travers ce livre qu'on décode l'église de Rennes. Alors ils veulent à tout prix prouver que l'église de Rennes a été pas financée, enfin pensée par l'abbé Boudet et non pas par l'abbé Saunière. Alors qu'en fait, nous on a les devis, on a les qui recevaient, qui faisaient dans ces biens Saunière qui pour moi l'a pensé. Alors Boudet, c'est vraiment un grand mystère. Mais en fait, il est arrivé après coup, hein, parce que dans l'histoire, parce qu'on ne pouvait plus rien dire sur l'abbé Saunière parce qu'il y avait des éléments qu'on pouvait pas. Par exemple, quand on dit Saunière, il a fait une maison de retraite, voilà, il voulait faire une maison de retraite pour les vieux prêtres. Mais quand on voit, nous on a les documents, ça y est écrit. Les constructions de la villa Béthanie, il a en tête construction de la maison de Mademoiselle Marie. Oui, on peut pas... Et dans les comptes qu'on a, les maçons travaillent à la chambre de Mademoiselle Marie. Donc, alors on ne peut pas raconter n'importe quoi. D'ailleurs, on peut bien imaginer, pour ceux qui connaissent cette villa, elle est toute petite, il y a 4 chambres, dont 2 mansardées, je vois mal, un escalier énorme, je vois mal de vieux prêtres venir se loger là. Qui est farfelu sur un seuil d'un illuminé, mais qui m'a été rapporté il y a 2 ans. Donc certains pensent que l'argent en fait arrivait de Rome, du Vatican. Alors pourquoi cet argent arriverait-il du Vatican? Parce qu'en fait, ce qu'aurait découvert l'abbé Saunière, ça aurait été le tombeau du Christ. Le Christ se serait marié, aurait constitué une famille, donc avec Marie-Madeleine, ne serait pas mort vers Jérusalem, il aurait bien traversé la Méditerranée pour venir à Rennes-le-Château. Voilà, donc une hypothèse d'illuminé que vous devez connaître. Ouais, c'est l'hypothèse qui perdure toujours parce qu'elle s'est un peu affinée quand même. Aujourd'hui, il y a des chercheurs qui vont chercher leurs sources dans les apocryphes. Alors vous savez, il y a une quantité de documents qui sont plus ou moins bons, et notamment pour la venue de Marie-Madeleine dans notre région. Dans la fameuse grotte donc, de Marie-Madeleine qui se trouve à Rennes maintenant, on s'appuie sur une lettre qu'aurait écrit une dame Procula, la femme de Ponce Pilate. Alors une lettre qu'on voit écrite en bon français bien sûr, et qui est tirée d'un apocryphe du IIIe siècle. Alors à partir de là on peut écrire n'importe quoi, je veux dire, c'est pas un document authentique, voilà. Mais les gens y croient dur comme fer. C'est étonnant, les gens qui pensent ça. Et alors, évidemment, si Saunière avait eu un élément là-dessus sur l'église, bon, ce secret vieux de 2000 ans qui n'est pas nouveau, il a été écrit dans notre roman, évidemment, il fallait lui acheter le silence. Mais bon, vous savez qu'à l'époque même de Saunière, l'église ne se serait pas embarrassée pour le faire disparaître physiquement, mais si vraiment il menaçait la résistance. Non, moi je ne crois pas du tout dans cette histoire. Mais bon, c'est ça que je disais tout à l'heure, que j'aime pas dans Rennes, c'est que bon, c'est toujours des choses plus ou moins comme ça. Aujourd'hui, moi j'ai un souvenir, peut-être parce que j'étais jeune aussi à l'époque, mais on s'amusait avec les chercheurs à faire des trous, à creuser les pistes, bon, c'était amusant, tandis que maintenant, moi je vous pose la question, si évidemment Saunière savait qu'il y avait que Jésus était marié avec Marie-Madeleine, donc que c'était pas ce que dit l'Église, ben, je vois pas pourquoi ça fait venir du monde à Rennes, ça. Parce que ou vous êtes pour l'Église et donc ça vous a pris ce compteur, et si vous êtes contre l'Église, bon, ben, tant mieux, c'est tout. Je comprends pas cet engouement, tous ces livres, parce que comme l'a dit Claire, j'avais 400 ou 500 livres qui sont sortis là-dessus. Les films, tout ça, c'est incroyable. Mais c'est quand même basé tout ça sur des fantasmes. D'ailleurs, Gérard de Sède, dans son livre, il a dit les fantasmes de Rennes. Il s'en est aperçu lui-même, mais lui, bon, il faisait son métier, il gagnait de l'argent en écrivant. Jusqu'en 1895, c'est par des dons qu'il fait des travaux à l'église, et l'argent, il va l'avoir d'un seul coup, il va mener un train de vie de fou, et on se rend compte que quand il va mourir, sa servante, qui est légataire universelle, n'a plus d'argent.
Donc il y a quand même eu une trouvaille de quelque chose qui permet le train de vie, et je pense, parce qu'il y a maintenant des preuves qu'il s'est déplacé à Paris et qu'il allait dans les cercles de Paris de gens avec qui il discutait tout ça, et il habitait énormément sur Rennes-les-Bains, et l'été on voit des photos, on avait une photo avec 3-4 grandes personnes, donc il a quand même eu une rentrée d'argent particulièrement importante pour faire ce train de vie quand même. Nous, le seul document que nous avons eu sur un éventuel voyage à Paris de la Bessonnière, c'est un plan de Paris, de l'époque, où il avait coché 2 ou 3 endroits. Bon, les chercheurs s'y sont lancés, bien sûr, mais dans ces correspondances, rien. Il est bien évident quand même qu'une partie de la correspondance avait été brûlée par Marie, hein, parce que, bon, pensait qu'il y avait des choses personnelles qu'il ne fallait pas dévoiler. Mais nous n'avons eu sur 1100 lettres à peu près, hein, correspondance, on n'a eu aucune trace de quelconque correspondance avec des Parisiens. Et comme nous nous basons que sur ce que nous voyons, donc on ne l'infirme pas qu'il est allé à Paris, mais on n'a aucune preuve. Nous, on n'a aucune preuve. Hein. Voilà. On avait été un peu fautif parce qu'on avait publié une photo d'un prêtre qui était Alfred Saunière, c'est-à-dire le frère de la Bessonnière, on s'était trompé, et effectivement elle était signée Vaughan, Paris. Donc il est possible que, effectivement, Alfred Saunière, lui, voyageait beaucoup, enfin, se déplaçait beaucoup parce qu'il était prédicateur. Donc on s'est documenté, et effectivement, c'était les photographes de Paris qui venaient dans notre région, et non pas... Non, là, ça a fait... L'histoire avec Macalvé, non, il faut pas... Alors, évidemment, tout ça, il y a des éléments... Le seul élément de décès dont c'est pour parler parce qu'il avait des signatures là, quoi. Mais même à la fin, il y a des gens du village qui se souvenaient avoir entendu chanter une femme et c'est vrai que c'est pas impossible. Et parce que Saunière, nous on a des papiers et il copiait des chansons, ça c'est étonnant, il copiait beaucoup de chansons, et les blagues et tout, et il avait un harmonium et il chantait, et Marie le disait, il chantait. Il aimait ça. D'ailleurs, on n'en a pas parlé parce que l'histoire de Rennes, vous en doutez, est tellement complexe. La venue d'un certain Cholet qui a fait des fouilles à Rennes, qui a quand même des documents particuliers sur l'église, puisqu'il a fait un travail avec l'accord de l'église, hein, et de la mairie de Rennes. Mais c'était un amateur de chant qu'il avait connu pendant la guerre de 14. Et donc, j'avais rencontré des parents de ce Cholet en particulier, et malheureusement, ils m'avaient dit qu'ils avaient perdu les documents, les lettres de leurs parents, mais Saunière alors leur faisait part de quelque chose d'intrigant à Rennes, et c'est pour ça donc qu'ils sont venus chercher, qui ont fait des fouilles. Alors le monsieur qui a fait les fouilles à Rennes, il a disparu subitement parce qu'il a cru il paraît qu'on a failli l'assassiner. Mais enfin, il y a tellement d'histoires compliquées dans l'affaire de Rennes que... je sais pas. Et chacun va y trouver ce qu'il veut. Fédier, qui prétend ça, il est sujet à caution par les vrais historiens. Mais qui a eu des Visigoths à Rennes, comme il y en a eu partout, ça c'est sûr. On a trouvé il y a des boucles, parce que Rennes, le château, pensait que les détecteurs, ça y est allé, donc il y a des gens de Rennes qui en ont trouvé. Bon, malheureusement, les gens gardent tout. Bon, moi je vais essayer de les récupérer pour les mettre dans le musée. Mais bon, c'est pas possible. 30 000 habitants, c'est très exagéré. On a reproché à mon père, parce qu'il le disait dans la bande magnétique, c'est très petit, Rennes, le château. Même si les gens habitaient au-dessous, s'il y a des constructions, si un endroit est marqué le village, c'est trop petit pour qu'il y ait 30 000 habitants et 14 bouchers dans la rue principale. C'est pas possible, ça, c'est de l'imaginaire. Hein. Il faut savoir aussi que les Visigoths construisaient surtout en bois. Donc on n'a pas de traces de construction. Mais des constructions bâties, il y en a. Hein. Nous, on les a explorées avec mon frère. Il y a des murs très gros. On voit qu'il y avait des constructions importantes. Hein. Des églises, en dehors du village et tout ça. Hein. Mais pas 30 000 habitants. Ça a été une grande cité, ça s'est prouvé, puisque par Théodule il le dit, et il y a des traces là-dessus. Hein, mais sur les Visigoths, non, ça a été très exagéré, puisqu'à cette époque-là, je crois que Rennes, 30 000 habitants, serait aussi peuplé que Paris,
Toulouse, c'est absolument impossible. Mais pourtant, les gens, évidemment, l'ont cru, et notamment Gérard de Sède, qui quand même, vous savez, il prétendait qu'effectivement aussi c'était la capitale des Visigoths. Et donc, tout ça pour expliquer que si ça avait été la capitale des Visigoths, on aurait pu y amener le trésor de Jérusalem, puisque c'est les Visigoths qui l'avaient pillé à Rome, enfin, tout ça, ça s'enchaîne, quoi.